Alors on reprend cet enregistrement, on est toujours en train de parler des cellules de l'immunité, hein. On a décrit un petit peu les macrophages, les cellules dendritiques. Et là maintenant on va arriver à une catégorie très importante qu'on appelle les granulocytes. Comment on les appelle granulocytes? Parce qu'ils ont des espèces de grains au niveau de leur cytoplasme, les granulocytes, ils sont capables de faire des sécrétions. C'est le cas des polynucléaires, hein, que vous connaissez, je pense que vous avez fait un peu d'histologie. Donc trois catégories de polynucléaires, les polynucléaires neutrophiles, polynucléaires eosinophiles et les polynucléaires basophiles. Ce sont des cellules de l'immunité innée très importantes. D'accord? On va les décrire les uns à la suite des autres. Alors pour commencer, on a les polynucléaires neutrophiles. Donc on va utiliser cette abréviation PNN. D'accord? Alors comme vous pouvez le voir, ils sont caractérisés par un noyau unique polylobé, un noyau avec des lobes, un cytoplasme riche en granules, c'est pourquoi on les appelle les granulocytes, beaucoup de granules, les hydrolases acides, des protéases, des protéines antimicrobiennes, etc. On compte plus de 300 protéines différentes au niveau de ces granules. C'est des cellules qui ont une demi-vie qui est courte, toujours avec des récepteurs de surface, les récepteurs de surface qu'on a décrits pour les macrophages, pour les cellules dendritiques, pareil. Les PRR, les récepteurs pour les cytokines chimiokines, les récepteurs pour les éléments du complément, et puis les récepteurs pour la fraction FC des immunoglobulines, notamment les FC gamma, pour les IgG. Ce qu'on a dit pour le macrophage, c'est la même chose. D'accord? Ce sont des cellules professionnelles de la phagocytose. Alors ce qualificatif-là, on l'a déjà utilisé par rapport au macrophage, si vous vous rappelez. Donc on a deux catégories cellulaires qui sont professionnelles de la phagocytose, les macrophages et les polynucléaires neutrophiles. Les cellules dendritiques, on a dit, c'est des professionnels de l'activité CPA, c'est des cellules professionnelles dans la présentation d'antigènes. Ils font la bactéricidie, oxygène dépendante, oxygène indépendante, exactement comme on l'a décrite pour le macrophage. Ils font de la DCC, rappelez-vous la DCC, la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante de l'anticorps qu'on a décrite pour le macrophage, pareil. Les cellules polynucléaires, ils peuvent la faire. Ils sont caractérisés par contre par un phénomène qui est spécifique à eux, aux polynucléaires, c'est la production des NET, hein, qui donne origine à la nétose. Nétose, c'est une forme de mort cellulaire programmée. Je sais que pour vous, la mort cellulaire programmée, c'est l'apoptose. L'apoptose, c'est la mort cellulaire programmée. Maintenant, cette notion, elle a beaucoup évolué. Dans la mort cellulaire programmée, il y a plusieurs programmes différents. Le plus anciennement connu, c'est l'apoptose. Mais il y a d'autres formes de mort cellulaire programmée, dont la nétose. D'accord? Et cette mort cellulaire programmée, elle se passe de la façon suivante. Regardez. Ça, c'est un schéma qu'on a déjà vu lorsqu'on a parlé du déclenchement de la réaction inflammatoire. Ici, vous avez un tissu infecté par une bactérie extracellulaire, et là en rouge. Des macrophages qui sont présents sur place, qui commencent la phagocytose, qui libèrent des cytokines et des chimiokines, on a parlé de tout ça, et pour recruter. Alors, comme il s'agit de bactéries extracellulaires, la meilleure réponse pour éliminer les bactéries extracellulaires par rapport à des réponses innées, hein, je ne parle pas des réponses spécifiques adaptatives, mais des réponses innées, la meilleure des réponses, c'est la phagocytose. Le macrophage commence à faire la phagocytose, et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il sait que les polynucléaires neutrophiles, c'est des professionnels de la phagocytose. Il envoie des CSF, des facteurs de stimulation de colonies, au niveau de la moelle osseuse pour lui dire « fabriquez davantage de polynucléaires ». On a besoin de plus de polynucléaires, donc la différenciation, si vous voulez, de cette voie-là de production va s'activer. Et beaucoup de polynucléaires vont quitter la moelle osseuse et par la circulation sanguine, ils vont arriver au niveau du tissu infecté. Comme c'est des professionnels de la phagocytose, ils vont faire de la phagocytose. Mais la phagocytose, si vous voulez, elle a deux niveaux. Il ne suffit pas d'internaliser la bactérie. Encore faut-il que cette bactérie internalisée soit digérée, dégradée. Phagosome, fusion avec un lysosome, formation d'un phagolysosome, les hydrolases acides qui dégradent la bactérie. Ce qui se passe avec les polynucléaires, lorsqu'ils arrivent, ils commencent à phagocyter les bactéries, mais derrière, les mécanismes de digestion, entre parenthèses, les mécanismes de dégradation ne suivent pas. Elles n'arrivent pas à suivre. Donc, si vous voulez, le polynucléaire phagocyte jusqu'à ce qu'il devienne intoxiqué. Il est intoxiqué par les bactéries qu'il a phagocytées lui-même. Et il finit par mourir. Donc, si vous voulez, les polynucléaires, ils font de la phagocytose à outrance, d'une manière très intense, qui dépasse un petit peu les mécanismes de digestion qui viennent par la suite, et ils s'intoxiquent et ils meurent.
Généralement, les polynucléaires, lorsqu'ils arrivent, ils meurent. C'est vrai, en mourant, ils éliminent pas mal de bactéries. Et lorsqu'ils meurent, les macrophages qui sont ici présents, et c'est eux qui les ont appelés. Mais quand ils meurent, ils vont être phagocytés par les macrophages pour nettoyer, entre parenthèses, ce tissu-là. Alors, ce qui est intéressant, la nétosie, c'est une forme de mort cellulaire programmée. Après intoxication cellulaire, il y a un déclenchement d'une mort cellulaire programmée qu'on appelle la nétose, qui se traduit par une explosion du compartiment cytoplasmique, c'est-à-dire la membrane cytoplasmique est déchirée, elle explose, et tout le contenu cellulaire va être déversé dans le milieu extracellulaire. Parmi ce contenu-là, vous avez les fibres de chromatine. Les fibres de chromatine qui sont présentes dans le noyau. Et comme le polynucléaire, il est riche en granules, on a dit en granules avec des protéines antimicrobiennes, des protéases, etc. La chromatine qui sera libérée dans le milieu extracellulaire, regardez, vous pouvez le voir ici, au niveau de ce schéma-là. Les macrophages, ils sont en jaune, la bactérie en rouge, regardez la bactérie, et regardez ce qui se produit lorsque le polynucléaire neutrophile meurt par nétose, il explose, et sa chromatine est libérée dans le milieu extracellulaire, et sa chromatine forme un espèce de filet, regardez, il est en bleu, c'est une espèce de filet, et qui a des granules ou des molécules qui sont toxiques, cytotoxiques. En quelque sorte, le polynucléaire, lorsqu'il meurt parce qu'il a fait trop de phagocytose, en mourant, il développe ces nets, cette espèce de filet, hein, le terme net, c'est-à-dire neutrophile extracellular trap, hein, d'accord. Et ces trappes, si vous voulez, vont constituer des espèces de pièges pour les micro-organismes extracellulaires, bactéries et autres. Ils vont être piégés. Donc, en mourant, ils laissent derrière eux, si vous voulez, des pièges sous forme de filets de chromatine, mais avec des molécules cytotoxiques, hein, ce qu'on appelle les nets, d'accord. Et ça, c'est un phénomène particulier, si vous voulez, au polynucléaires neutrophiles. D'accord. Et on a dit, après leur mort, le tissu, si vous voulez, il est nettoyé de ces polynucléaires qui meurent par nétose, par les macrophages ici présents. Et ce phénomène s'appelle l'efferocytose. L'efferocytose, c'est tout simplement, une fois les polynucléaires ont terminé leur phagocytose, ils en meurent, bah après ils sont nettoyés par les macrophages qui vont les phagocyter à leur tour pour nettoyer le tissu. On passe aux polynucléaires eosinophiles, pareil, ils sont là, ils ont un noyau bilobé, tout à l'heure c'était un noyau unique polylobé pour les neutrophiles, là c'est un noyau avec deux lobes, d'accord, avec toujours des granulations, mais cette fois c'est eosinophile, ce qu'on appelle les corps cristalloïdes, et beaucoup de cette protéine, regardez, hein, les granules sont riches de cette protéine basique majeure qu'on appelle MBP, 55 des protéines des eosinophiles, avec des peroxydases, et puis sécrétion de cytokines, chimiokines. Pour les récepteurs, pareil, on va répéter la même chanson, excusez-moi du terme, des PRR, des récepteurs pour les éléments du complément, des récepteurs pour la fraction FC, des immunoglobulines, etc. etc. D'accord. Ce sont des catégories cellulaires comme les polynucléaires qui peuvent faire de la phagocytose. Les polynucléaires, c'est des professionnels de la phagocytose. Les polynucléaires eosinophiles, ils font de la phagocytose, mais moins que les polynucléaires, parce qu'ils ne sont pas des professionnels de la phagocytose, même s'ils sont capables de la faire. Ils sont capables de faire de la DCC. Hein, donc là, déjà, on a passé en revue 3 catégories cellulaires qui peuvent faire de la DCC. Macrophages, polynucléaires neutrophiles et polynucléaires eosinophiles. Il y a encore une 4e catégorie. Ils interviennent beaucoup dans la destruction des parasites intracellulaires. On verra ça lorsqu'on va parler des réponses anti-infectieuses. D'accord. Et puis, ils libèrent des molécules qui peuvent neutraliser les dégranulations des mastocytes. Les mastocytes, c'est une catégorie cellulaire des cellules de l'immunité innée qui va venir par la suite et qui libère beaucoup des médiateurs chimiques de l'inflammation. Et des fois, lorsque ces médiateurs sont trop forts, trop importants, ils peuvent être neutralisés par d'autres médiateurs libérés justement par les polynucléaires eosinophiles. Et puis pour terminer, on a la 3e catégorie, c'est les polynucléaires basophiles. Sur le plan immunologique, ils sont beaucoup moins importants parce que déjà, ils sont pas importants en termes de quantité. Regardez, les polynucléaires neutrophiles, eosinophiles et basophiles, les plus importantes, c'est les polynucléaires neutrophiles. On a quelque chose entre 2000 et 7000 polynucléaires neutrophiles par millimètre cube de sang. Beaucoup de cellules. Beaucoup moins en termes de eosinophiles. Alors là, les basophiles, c'est très peu. 10 à 50 cellules par millilitre cube de sang. C'est des cellules qui ne font ni phagocytose ni bactéricidie. Ils ont un noyau unique bilobé,
des granules cette fois-ci basophiles, avec des médiateurs chimiques de l'inflammation. D'accord. On pense que les polynucléaires, et ça c'est, il y a beaucoup de travaux qui le montrent, que les polynucléaires basophiles auraient le même précurseur au niveau de l'hématopoïèse, le même précurseur cellulaire que les mastocytes dont on parlera tout de suite après. Le même précurseur, c'est-à-dire les polynucléaires basophiles et les mastocytes auraient le même précurseur. Et d'ailleurs au niveau de la fonctionnalité, il y a des ressemblances au niveau du fonctionnement, notamment dans les phénomènes d'hypersensibilité. Lorsqu'on va faire de l'immunopathologie, on va avoir un dysfonctionnement du système immunitaire, les hypersensibilités, les allergies, ce qu'on appelle communément les allergies. Les mastocytes jouent un rôle très important, les polynucléaires basophiles pareil, parce qu'ils ont les mêmes récepteurs de surface. D'accord? Et puis ils interviennent un peu en termes de rôle effecteur, ils interviennent dans les infections parasitaires. D'accord? Donc les granulocytes, polynucléaires neutrophiles, polynucléaires eosinophiles et polynucléaires basophiles. Et là, justement, on arrive à une autre catégorie cellulaire, les mastocytes, macrophages, cellules dendritiques, les granulocytes avec les trois catégories, et maintenant les mastocytes. Alors, les mastocytes, cellules sentinelles, voilà ce terme-là qui revient. On a parlé de cellules sentinelles pour les macrophages, pour les cellules dendritiques et pour les mastocytes. Trois catégories de l'immunité innée, trois catégories cellulaires de l'immunité innée qui sont vraiment des cellules sentinelles. Ils sont partout et ils surveillent, ils guettent l'arrivée d'un pathogène. Alors mastocyte, ça vient de l'allemand mast, qui veut dire grasse. C'est une cellule graisseuse. Parce que c'est une cellule, regardez, au début, quand on la voyait comme ça en microscope électronique, on croyait que c'était des gouttes lipidiques, des gouttes de graisse. C'est une cellule graisseuse. Elle est proche du tissu adipeux. Non, mais il s'est avéré par la suite en fait que ces granules que vous voyez là, ce sont de petites vésicules remplies de médiateurs chimiques de l'inflammation. Médiateurs chimiques de l'inflammation. Toutes ces vésicules-là qui remplissent un petit peu le cytoplasme. Ce sont des cellules exclusivement tissulaires. On ne les trouve pas dans le sang, dans la circulation. Comme les monocytes, les polynucléaires, etc. Non, ils sont exclusivement au niveau des tissus. Et leur rôle, c'est de libérer les médiateurs chimiques de l'inflammation, par dégranulation. Lorsque le mastocyte s'active, il va s'activer par les PRR qui détectent des PAMPs ou des MAMPs. Et son activation, c'est quoi? Ça va se traduire par une dégranulation. Les petites vésicules remplies de médiateurs chimiques vont s'approcher de la membrane cytoplasmique, fusionner avec, s'ouvrir sur l'extérieur comme l'exocytose et libérer les médiateurs chimiques dans l'espace extracellulaire. Ici, vous avez le mastocyte avant activation, et là, après activation, regardez, le cytoplasme est vide. Toutes les vésicules, ils ont été vidées par exocytose au niveau de l'espace extracellulaire, avec donc libération de médiateurs chimiques de l'inflammation. Pareil pour les récepteurs, beaucoup de PRR, des récepteurs pour les éléments du complément, notamment le C3b, le plus important, des récepteurs pour les fractions FC des immunoglobulines, l'IgG notamment, et les IgE, très importants. On a parlé tout à l'heure d'allergie. Eh bien, les mastocytes, ils sont derrière le mécanisme immunologique qui provoque l'allergie. Pourquoi? Parce qu'ils ont un récepteur de surface pour les IgE. Et les IgE, c'est un facteur de déclenchement de l'allergie. On verra ça en son temps. Donc, beaucoup de PRR qui reconnaissent des PAMPs, et même les signaux de danger. Rappelez-vous, on a défini ce que c'était les signaux de danger. Il peut les détecter pareil. Un signal de danger, c'est pareil, c'est l'activation, libération des médiateurs chimiques de l'inflammation et réaction inflammatoire derrière. Parce que même pour les signaux de danger, il faut que le système immunitaire intervienne. D'accord? Et donc, libération de médiateurs chimiques de l'inflammation pour notamment déclencher, amplifier la réaction inflammatoire. On a parlé de ça par rapport aux macrophages. Eh bien, macrophages, cellules mastocytaires, ce sont les deux catégories cellulaires principalement impliquées dans le déclenchement et l'amplification de la réaction inflammatoire. Alors, lorsque le mastocyte s'active, il va libérer deux types de médiateurs chimiques. Il y a les médiateurs chimiques qui sont déjà présents au niveau des vésicules, qui sont ici, des granules. Ils sont déjà synthétisés, stockés dans ces granules, et ils n'attendent que l'activation du mastocyte. Dès que le mastocyte s'active, dégranulation, libération de ces médiateurs chimiques, on les appelle les médiateurs chimiques primaires. Lorsque le mastocyte libère ces médiateurs chimiques primaires, il se met à synthétiser d'autres. D'accord? Ce qu'on appelle les médiateurs chimiques secondaires. Donc on a les primaires qui sont préformés et les médiateurs chimiques
secondaires qui sont néosynthétisés. Ils sont synthétisés après activation. D'accord? Alors on voit ça au niveau de ce tableau-là. Ce tableau-là, vous n'êtes pas tenu de le retenir. C'est juste pour que je vous précise un petit peu cette notion de médiateurs chimiques primaires et secondaires. Alors ça, c'est les médiateurs chimiques primaires, ce qu'on appelle préformés. Ils étaient préformés avant l'activation. Ils sont là. Et puis on a les médiateurs chimiques secondaires, qu'on appelle néosynthétisés. C'est-à-dire qu'ils sont nouvellement synthétisés, mais après activation du mastocyte, etc. Alors vous allez me dire une question importante. Quelle est la différence? Eh bien, ce sont des médiateurs sur le plan moléculaire qui sont différents. Mais sur le plan fonctionnel, c'est des molécules qui assurent les mêmes rôles. C'est-à-dire une molécule appartenant à cette première catégorie va assurer un rôle, et par la suite, ce rôle-là, il sera entretenu dans le temps par une molécule différente, mais qui va assurer le même rôle. Ça va prolonger l'effet, si vous voulez, des médiateurs chimiques de l'inflammation. D'accord? Alors ici, il y a les médiateurs chimiques primaires, il y a des enzymes, il y a des molécules toxiques, et des médiateurs comme l'histamine, l'héparine. Alors l'histamine, par exemple, elle est toxique pour les parasites, mais elle augmente la perméabilité vasculaire. Elle peut assurer la contraction du muscle lisse, le muscle lisse qui entoure un petit peu les vaisseaux sanguins pour la vasodilatation, la vasoconstruction, etc. etc. C'est un anticoagulant avec l'héparine. Et les médiateurs chimiques secondaires, c'est des cytokines, c'est des chimiokines, et surtout des médiateurs de nature lipidique. C'est-à-dire les médiateurs chimiques néosynthétisés, ils vont être des molécules de nature lipidique, fabriquées à partir d'une molécule qu'on appelle l'acide arachidonique, l'acide arachidonique, l'acide arachidonique. Par deux voies de synthèse, pas la peine que je rentre dans le détail, ça va donner les thromboxanes, les lycotriènes, etc. Et c'est des molécules qui vont entretenir l'effet des molécules primaires. Donc si vous voulez à tête reposée, vous pouvez regarder un petit peu ce tableau-là, et ce que font les uns et ce que font les autres. Mais on va détailler ça lorsqu'on va parler de l'hypersensibilité, parce que ce mécanisme-là, il est très important. À ce niveau-là du cours, ce qu'il faut retenir, c'est que l'activation du mastocyte, par le biais de ces PRR qu'elle porte, va se traduire par une dégranulation de médiateurs chimiques, et ces médiateurs chimiques vont déclencher la réaction inflammatoire, entretenir la réaction inflammatoire, voire amplifier la réaction inflammatoire. D'accord? Et on verra plus tard ce que c'est que dans le détail la réaction inflammatoire. Et pour terminer avec les cellules de l'immunité innée, on est toujours avec les cellules de l'immunité innée, je vais vous parler d'une dernière catégorie de cellules de l'immunité innée qui rentre dans la catégorie des cellules de l'immunité innée, c'est ce qu'on appelle les cellules lymphoïdes non conventionnelles. Cellules lymphoïdes. Jusqu'à présent, on a vu toutes les cellules de l'immunité innée viennent principalement de la lignée myéloïde, le progéniteur commun myéloïde, et dans les macrophages, les cellules dendritiques, les polynucléaires, les mastocytes, la lignée myéloïde. Et puis on a dit le progéniteur commun lymphoïde, il donne les lymphocytes. Les lymphocytes classiques, c'est les lymphocytes B et T. Eh bien, vous avez ce progéniteur commun lymphoïde, il va donner des cellules lymphoïdes, parce que c'est un précurseur des cellules lymphoïdes, c'est des cellules lymphoïdes, mais au niveau fonctionnel, ils ne rentrent pas dans l'immunité adaptative, comme les lymphocytes B et T, mais ils font partie des cellules de l'immunité innée. Ils fonctionnent comme des cellules de l'immunité innée. Cellules lymphoïdes non conventionnelles, parce que conventionnelles ou classiques, c'est les lymphocytes B et T. D'accord? Alors, dans cette catégorie cellulaire, ici, vous avez un tableau récapitulatif des cellules lymphoïdes non conventionnelles. Cellules NK, Natural Killer, les ILC, Innate Lymphoid Cells, les cellules lymphoïdes innées, voilà. C'est lymphoïde, mais c'est inné, ça appartient à l'immunité innée. Les lymphocytes T gamma delta, c'est des lymphocytes T, mais gamma delta, je vais vous dire un petit mot de ce qui les différencie. Les cellules INKT, Invariant Natural Killer T Cells, d'accord? Et les cellules MAIT, Mucosal Associated Invariant T Cells. Alors, toutes ces cellules-là, ils sont issues du progéniteur commun lymphoïde. Ils donnent des cellules donc d'origine lymphoïde, mais ce ne sont pas des cellules qui appartiennent à l'immunité adaptative, ils appartiennent à l'immunité innée, comme les macrophages, les cellules dendritiques, les mastocytes, les granulocytes, pareil. C'est des cellules qui appartiennent fonctionnellement à l'immunité innée. C'est pourquoi d'ailleurs on est en train de les décrire en parlant des cellules de l'immunité innée.
Parmi toutes ces cellules de l'immunité innée, mais qui sont d'origine lymphoïde, la catégorie la plus importante, ce sont les cellules NK. Pourquoi? C'est les premiers qui ont été découverts, je pense, dans les années 40 même, les années 40 du XXe siècle. Donc ça va faire 80 ans qui ont été découverts, donc on sait beaucoup de choses sur les cellules NK. Les autres catégories de cellules, ce sont des catégories cellulaires qui sont récemment découvertes. C'est-à-dire, c'est comme les cellules NK, c'est des cellules lymphoïdes non conventionnelles, c'est-à-dire ils appartiennent à l'immunité innée, mais qu'on a découvert tout récemment. Donc moi, dans mon cours, je vais juste vous présenter les différentes catégories qui rentrent dans les cellules lymphoïdes conventionnelles, mais je vais juste détailler, c'est ce qu'il faudra que vous reteniez, ce qu'on va dire, c'est les cellules NK, les plus anciennement découvertes et par rapport auxquelles on a plus de connaissances. D'accord? Donc on va, les cellules NK avec les ILC, pas de TCR. Donc on a dit, la cellule progéniteur commun lymphoïde est dans les lymphocytes T et B. Les lymphocytes T, ils ont un récepteur de spécificité, le TCR pour les T, le BCR pour les T. Là, c'est des cellules lymphoïdes, ils n'ont pas de TCR. C'est pourquoi ils font partie de l'immunité innée. Donc pas de TCR pour les cellules NK, pour les ILC. Alors dans les ILC, cellules lymphoïdes innées, on les place en trois sous-groupes, si vous voulez, ILC1, ILC2, ILC3. Alors, beaucoup de scientifiques pensent qu'il faut mettre les cellules NK dans les ILC1. Dans les ILC, il y a les ILC1, 2 et 3. Les NK seraient, si vous voulez, une sous-population des ILC1. Donc ça, c'est juste un détail. Ce qu'il faut retenir, c'est que les cellules NK, comme les ILC, c'est des cellules issues de la lignée lymphoïde, mais ils n'ont pas de TCR. Et s'ils n'ont pas de TCR, c'est comme les cellules de l'immunité innée, ils n'ont pas de TCR. Ils ont des PRR à leur surface. Maintenant, il y a d'autres cellules qui appartiennent à cette catégorie, c'est-à-dire des cellules lymphoïdes non conventionnelles, mais cette fois-ci qui ont un TCR. Alors vous allez me dire, mais s'ils ont un TCR, ces trois-là, s'ils ont un TCR, pourquoi on parle de cellules de l'immunité innée? Parce qu'il y a une particularité, il y a des particularités. Premièrement, si on prend cette première catégorie, les lymphocytes T, gamma, delta, les lymphocytes T classiques, ils ont un récepteur, un TCR constitué par deux polypeptides, on verra ça plus tard, qui sont polypeptide alpha et polypeptide bêta. Les deux ensemble, ils forment le TCR. Donc le TCR classique, c'est un TCR alpha-bêta. Et là, c'est des lymphocytes qui ont un TCR gamma-delta. Déjà. Et puis, le TCR classique alpha-bêta, il faut lui présenter l'antigène avec une molécule de CMH. 1 ou 2. Donc on a vu ça lorsqu'on a parlé de la présentation d'antigène. Ce lymphocyte-là, gamma-delta, l'antigène est présenté par des molécules apparentées au CMH1, au CMH. Ce n'est pas du CMH1, ce n'est pas du CMH2, mais des molécules apparentes qui ressemblent. Et puis le handicap majeur, c'est la diversité du répertoire. Et ça, c'est quelque chose de très important. Le lymphocyte, le récepteur TCR, alpha-bêta classique, qu'on trouve chez les lymphocytes T, au niveau du thymus, vous allez voir, au niveau du thymus, on peut produire quelque chose comme 10 à la puissance 13, 10 à la puissance 14 TCR différents. C'est-à-dire que chaque lymphocyte T peut avoir un TCR différent de l'autre, etc. Donc, le répertoire est très diversifié, ce qui n'est pas le cas de ces récepteurs-là. Récepteur T gamma delta, très peu diversifié. Donc, carrément, il n'y a pas de reconnaissance spécifique de molécules, mais d'une reconnaissance un petit peu grossière, entre parenthèses. Les INKT, pareil. INKT, vous avez le terme NK qu'on retrouve ici. C'est-à-dire qu'il y a des molécules de surface qui sont communs, mais la différence, c'est que INKT, on a des pas de TCR. Ceux-là, ils ont un TCR. Et ils ont un TCR alpha-bêta, comme les lymphocytes T classiques. Alors d'ailleurs, le X, c'est où? C'est les mêmes, alpha-bêta. Alpha, c'est toujours la même, bêta, c'est toujours la même. C'est un problème de diversité du répertoire. Il y a très peu de TCR qui sont différents, donc on ne peut pas faire une reconnaissance spécifique avec un répertoire multiple. Et puis, l'antigène n'est pas associé au CMH1, au CMH2 classique, mais associé à des molécules apparentées. La même chose pour les cellules MAIT. Alors moi, je vous les présente parce que dans les ouvrages récents d'immunologie, vous allez trouver ces appellations-là, lymphocytes T gamma delta, INKT, les MAIT, les cellules ILC, et vous saurez au moins qu'est-ce que c'est. C'est ce que je vous demande, de savoir que c'est juste des cellules issues de la lignée lymphoïde, mais qui, soit ils n'ont pas de TCR, soit ils ont un TCR particulier, formé par des molécules différentes,
associées à des molécules apparentées au CMH et surtout pas de diversité du répertoire. Alors juste là, c'est juste une présentation. Maintenant, ce que je vais définir, et là, il faut les connaître, c'est le représentant principal de cette catégorie de cellules, les cellules NK. D'accord? Alors les cellules NK, comme vous pouvez le voir ici, ce sont de larges granulaires lymphocytes. Ça veut dire que c'est des cellules qui sont de grande taille, mais avec un cytoplasme riche avec des granules. Et justement, lorsque le cellule NK, Natural Killer, s'active, elle va libérer le contenu de ces granules qui contiennent des molécules cytotoxiques dans le milieu extracellulaire pour éliminer les pathogènes. Natural Killer Cells. En français, cellules tueuses naturelles. Bon, même dans les ouvrages d'immunologie en français, vous allez trouver cellules NK, on parle de Natural Killer, cellules tueuses naturelles, ou cellules tueurs-nées. Je vous donne ces appellations-là juste pour que vous les ayez en tête. Et pareil, c'est des cellules sentinelles. On a donné la définition de cellules sentinelles, distribuées partout au niveau de l'organisme, et ils guettent. Et s'ils guettent, s'ils surveillent, c'est qu'il y a plein de PRR au niveau de la surface cellulaire. D'accord? Et puis, on a ici, je vous donne la garantie comme quoi c'est des cellules issues de la lignée lymphoïde, mais qui n'ont rien à voir avec les lymphocytes B ni T. Parce qu'ils n'ont pas de TCR alpha-bêta, donc ce n'est pas des cellules T. Ils n'ont pas de CD19, ça c'est le CD caractéristique des B, donc ce n'est pas des B, d'accord? Donc c'est des cellules lymphoïdes sans TCR ni BCR, d'accord? Par contre, ils sont caractérisés par le CD56, ça c'est caractéristique. Hein. Si on marque cette cellule à la surface d'une cellule, on est sûr que c'est une cellule NK. En fait, c'est une CAM, molécule d'adhésion cellulaire. PRR, ça c'est classique, les récepteurs pour la fraction FC des immunoglobulines, notamment les IgG, vous allez voir que ça joue un rôle très important. Libération de cytokines et de chimiokines, d'accord, pour participer au déclenchement et à la gestion, si vous voulez, de la réaction inflammatoire. Et puis, ce qui caractérise les cellules NK, ce sont des récepteurs d'activation-inhibition. Il y a des récepteurs à la surface de la cellule NK qui activent la cellule pour qu'elle fasse de la cytotoxicité, et des récepteurs qui inhibent la cellule NK. Il y a plusieurs variétés de cellules de récepteurs activateurs et plusieurs variétés de cellules inhibiteurs. D'accord? Et donc, en fait, l'activation de la cellule NK va être une espèce de balance. Quels sont les récepteurs qui seront majoritairement recrutés? Si on recrute une majorité de lymphocytes T, je commence à fatiguer là, de récepteurs activateurs, la cellule NK va s'activer. Si on recrute en majorité des récepteurs inhibiteurs, la cellule NK ne va pas s'activer, elle va rester en état de repos. Donc c'est une balance entre récepteurs activateurs et inhibiteurs, c'est ce qui caractérise les cellules NK. Alors les cellules NK, s'ils sont spécialistes de quelque chose, c'est ils sont spécialistes de l'ADCC. On l'a déjà vu avec le macrophage. C'est la cytotoxicité à médiation cellulaire associée à des anticorps. On a vu le macrophage, il peut faire de la DCC. Les polynucléaires neutrophiles, eosinophiles, ils peuvent faire de la DCC. Les professionnels, je dirais, de la DCC, c'est les cellules NK. D'accord? Cellules NK, cytotoxicité. Regardez, voilà la cellule cible, des anticorps qui reconnaissent des antigènes à la surface de la cellule cible. La cellule NK arrive notamment avec le récepteur FC gamma R3. Ça, c'est un récepteur qui reconnaît la fraction FC des IgG. Ça, c'est des IgG. Il reconnaît. Et là, il va déployer sa cytotoxicité pour tuer la cellule cible. Alors, il a trois mécanismes pour faire cette cytotoxicité. Soit par le TNF-alpha, Tumor Necrosis Factor. Ça, c'est un facteur de nécrose cellulaire. Il est connecté à la voie de l'apoptose. Il va entraîner l'apoptose en fin de compte. Soit par le biais de ces deux protéines perforine-granzyme. Ces deux protéines, ils sont libérées. L'une, elle va perforer la membrane cytoplasmique de la cellule cible. Les granzymes, ils vont rentrer à l'intérieur pour déclencher la voie des caspases. La voie des caspases, c'est la voie de l'apoptose, donc entraîner l'apoptose. Ou alors carrément entraîner l'apoptose par ce qu'on appelle les récepteurs de la mort. Récepteurs de la mort, c'est-à-dire toutes les cellules de l'organisme, ils ont un récepteur qui est en contact des caspases, qui entraîne l'apoptose. Si ce récepteur reçoit son ligand, eh bien c'est la voie des caspases qui est activée, c'est l'apoptose. Eh bien, les cellules NK, ils ont la capacité de produire les ligands des récepteurs de la mort. Je vous donne ici un exemple. Un récepteur de la mort, c'est FAS et trial récepteur. Ça, c'est des récepteurs de la mort. C'est lié au caspase, à l'apoptose. Cellules NK, ils expriment le ligand pour FAS ou le ligand pour trial, et donc ils activent la voie des caspases et entraînent l'apoptose et la mort de la cellule cible.
Et pour terminer, ils ont un rôle effecteur, donc en plus de la cytotoxicité, en plus de la DCC. Et ils font de la DCC notamment dans le cas des infections virales. Vous allez le voir lorsqu'on va traiter les réponses infectieuses. Dans le cas des infections virales, la réponse cellulaire première, c'est les cellules NK qui vont faire de la DCC pour tuer et éliminer les cellules infectées par des virus. Et pareillement pour les cellules tumorales, cellules cancéreuses. Mais ils ont un rôle effecteur, c'est-à-dire comme ils sécrètent des cytokines et des chimiokines, ils peuvent favoriser la maturation des cellules dendritiques et les cellules macrophagiques. Rappelez-vous, les cellules dendritiques macrophagiques, ils sont à la base du déclenchement de la réaction inflammatoire, etc. Les cellules NK peuvent les recruter et les activer. Donc, ils participent, si vous voulez, au déclenchement de la réaction inflammatoire. Et puis, ils peuvent aussi recruter et si vous voulez, booster l'activation des T. Les T s'activent par la présentation d'antigènes. Les cellules NK ne font pas d'activité CPA. Mais lorsque les T actifs arrivent, ils peuvent les booster, les dynamiser, les activer davantage par des cytokines. Et donc, en quelque sorte, ils représentent une interface, si vous voulez, entre l'immunité innée et l'immunité adaptative. Alors ici, c'est une diapositive qui vous explique un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux récepteurs activateurs et récepteurs inhibiteurs. Regardez, si je prends cet exemple, regardez, ça c'est la cellule cible. La cellule NK arrive. Ce récepteur-là, alors ça c'est un schéma minimaliste. On a dessiné juste un récepteur activateur, un récepteur inhibiteur. On a dit il y a différents récepteurs activateurs, différents récepteurs inhibiteurs. Regardez, ça c'est un récepteur inhibiteur. Et les principaux récepteurs inhibiteurs des cellules NK, vous savez quelle est la molécule qui est le ligand de ces récepteurs? C'est la molécule de CMH1. Et il faut savoir, et ça on va le dire lorsqu'on va parler du CMH, toutes les cellules nucléées qui ont un noyau, toutes les cellules nucléées de notre organisme, à leur surface, il y a des molécules de CMH1. Ce qui fait que la cellule NK, en s'approchant des cellules de l'organisme, elle ne pourra jamais développer sa cytotoxicité. Pourquoi? Parce qu'elle trouvera à chaque fois, des molécules de CMH1 qui vont activer des récepteurs inhibiteurs. Les récepteurs inhibiteurs vont envoyer des signaux d'inhibition pour les récepteurs qui pourraient activer les cellules NK. Et là, la cellule NK va partir, elle ne va pas faire de cytotoxicité par rapport à cette cellule cible. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé des ligands qui activent les récepteurs inhibiteurs de son activité. Donc elle va rester en repos. Par contre, si elle arrive au niveau d'une cellule cible et qu'il n'y a pas, par exemple, le CMH1, il n'y a pas de CMH1, d'accord? Le récepteur inhibiteur n'est pas activé. Par contre, si les récepteurs d'activation trouvent leur ligand à la surface de la cellule, ils vont envoyer un signal positif. Et là, c'est l'élimination de la cellule cible, soit par, on a dit, le TNF-alpha, soit par le complexe perforine-granzyme, soit par les récepteurs de la mort. Donc, il y a ces trois mécanismes-là pour entraîner la mort de la cellule cible. D'accord? D'ailleurs, c'est ce qu'on voit au niveau de ce schéma-là. Regardez. Ça, c'est un récepteur de la mort. Ça, c'est trial récepteur. Cellule NK peut exprimer le ligand de ce récepteur de la mort. Et ce récepteur de la mort, si vous voulez, il est en contact avec les caspases. La voie des caspases, notamment la caspase 8 et 3, qui entraîne l'apoptose, c'est-à-dire la mort cellulaire programmée. Et la cellule va mourir par apoptose. Hein, d'accord? Ici, c'est par perforine et granzyme. Non, ici, c'est par le récepteur de la mort. D'accord? Récepteur inhibiteur et récepteur activateur. Et donc l'activation ou l'inhibition de cellules NK, ça va être un équilibre. Est-ce que la majorité des cellules, des récepteurs activateurs qui sont activés ou c'est la majorité des récepteurs inhibiteurs? Si la majorité des récepteurs sont activateurs qui trouvent leur ligand, la cellule NK va s'activer, éliminer la cellule cible, et inversement. Si la majorité des récepteurs sont des récepteurs inhibiteurs, ils se sont activés parce qu'ils ont retrouvé leur ligand à la surface de la cellule cible, là c'est le signal d'inhibition à la cellule NK, elle ne va pas s'activer, elle ne va pas faire de cytotoxicité. Je pense qu'on a dit l'essentiel par rapport aux cellules NK et du même coup par rapport aux cellules innées. Donc on a passé en revue les cellules innées, on a vu les macrophages, on a vu les cellules dendritiques, on a vu les granulocytes polynucléaires neutrophiles, eosinophiles et basophiles, les mastocytes, pour terminer avec les cellules lymphoïdes non conventionnelles, notamment l'exemple des cellules NK. Même si je vous ai donné d'autres exemples de cette catégorie cellulaire, mais on a dit on va détailler les cellules NK et retenir les cellules NK. Les autres catégories, c'est juste à titre de les garder en mémoire pour savoir, voilà, c'est comme les NK, ils participent, si vous voulez,
à l'immunité innée, même s'ils sont issus de la lignée lymphoïde. Et je vous remercie de votre attention.